Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des flux de marché 2023. Une manière effectivement très intéressante de regarder ce qui s'est passé en 2023 sur les marchés, pas tant du côté des performances des actifs financiers, mais plutôt en termes de flux. Où sont allés les intérêts des investisseurs par grande classe d'actifs, par grande stratégie d'investissement. Et c'est Alain Guélénoc qui nous propose ce panorama, le président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci beaucoup. Effectivement, je trouve que c'est une clé de lecture très intéressante qui autorise quand même de s'intéresser à ce qui s'est passé en 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement des grandes classes d'actifs et des intérêts qu'elles ont pu susciter ou non chez les investisseurs? Oui, alors effectivement, c'est une année très intéressante en termes de flux. Bon, pour rappel, on a quand même un changement énorme, c'est la hausse des taux d'intérêt court terme et la hausse des taux d'intérêt globalement, avec la BCE qui en 2023 a encore monté ses taux de 200 points de base, la Réserve fédérale de 100 points de base, qui fait un taux, un ester aujourd'hui pratiquement à 4%. Donc déjà, ça fixe le sujet, la base est élevée. Donc ça s'est traduit effectivement par des flux importants sur les fonds monétaires. Globalement, la collecte sur les OPCVM en 2023, c'est à peu près 40 milliards d'euros. La moitié, 20 milliards d'euros, pardon. Sur les monétaires, c'est 43 milliards d'euros de collecte. Donc ça veut dire que les monétaires ont été vraiment un gros pourvoyeur de flux. Les grandes entreprises sont revenues sur les fonds monétaires. Les compagnies d'assurance, notamment, sont revenues sur les fonds monétaires pour garder de la liquidité et pour être rémunérées à bon compte. Donc ça, c'est un axe très fort. C'est historique, je ne me rends pas compte, hein. J'ai pas de... parce que le monétaire, j'en parle depuis un an pour dire des choses. C'est plus un retour à une ancienne logique, je comprends. parce que les fonds monétaires étaient plébiscités. C'est ça. Bon, après l'absence du monétaire pendant des années, on a eu un retour d'un seul coup qui s'est fait. Alors, il n'y a pas que le monétaire, hein. Les dépôts à terme des banques ont été aussi plébiscités, les certificats de dépôt, etc. En gros, toute la classe monétaire a bénéficié de flux très importants. Bon, et donc les OPC monétaires aussi. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième thème à succès de l'année, c'est les fonds obligataires, paradoxalement. Alors dans des moindres proportions, hein, j'ai le chiffre, sur les fonds obligataires, c'est à peine 8 milliards d'euros de souscriptions nettes. Hein. Donc nettement moins que sur les fonds monétaires, mais ce ne sont pas non plus les mêmes souscripteurs. C'est-à-dire que sur les fonds obligataires, on a beaucoup drainé d'épargne dans les fameux fonds à échéance, les fonds sur lesquels on loque un taux sur un horizon donné, voilà, avec des taux qui, on va dire, se sont étiagés entre 3,5 et 7, 8, 9% pour les fonds les plus risqués, sur des maturités de 3 à 5 ans. Et donc ça a été plébiscité par les réseaux, notamment là aussi les réseaux bancaires pour l'assurance vie. C'est un bon support, une belle alternative aux contrats en euros, et ça permet de figer un taux. Ça, c'est pour les fonds à échéance. Les fonds obligataires classiques, eux, ils ont plutôt continué à subir une légère décollecte, hein, puisque, bon, après les mauvaises performances liées à la hausse des taux, les clients étaient un peu désespérés et donc se sont réorientés sur ce type de fonds. Et d'ailleurs, on peut constater les mêmes flux sur des obligations classiques. Les réseaux bancaires ont revendu des obligations classiques qui viennent financer la banque et dans d'excellentes conditions pour les épargnants. Donc on peut dire d'ailleurs, compte tenu de la baisse des taux qu'on vient de connaître récemment, en général, ce sont vraiment de bons achats, ce sont de bons placements pour les épargnants qui ont choisi ce type de support, parce que les fonds monétaires, par définition, ils sont très court terme. Bien sûr, quand les taux baisseront, le rendement monétaire baissera. Voilà. Oui. Alors que là, on a figé des taux sur une échéance. Et comment vous expliquez le fait que les fonds obligataires classiques de bond picking, comme on dit, qu'ils n'aient pas retrouvé quand même, parce que c'est la mémoire de 2022 qui a fait qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour ces gestions-là, parce qu'on était prêt à aller sur de l'obligataire quand même, vous le dites, à travers des fonds à échéance, alors qui apportent de la visibilité, un rendement, etc. Mais le fonds agile peut aussi naviguer dans ces marchés-là. Oui. Moi, j'attribue ça à deux raisons principales. La première, c'est un peu la déception. Voilà. La mémoire du passé, quoi. La mémoire du passé. Et on sait qu'on gère souvent, les épargnants réagissent aussi avec un rétroviseur, hein, et on peut les comprendre. Ils n'avaient pas anticipé ce niveau de risque. Après, on avait eu une hausse de taux historique, hein, voilà. Mais il y a une part de déception, de volonté de se replacer justement sur des rendements sûrs. Voilà. Et la seconde raison, c'est quelque part, et ça va rejoindre, je pense, le deuxième thème, c'est-à-dire la capacité à expliquer les performances. C'est-à-dire que les épargnants, on le voit aujourd'hui, reviennent vers des choses simples, des choses qu'ils comprennent bien. Il faut que l'épargnant
son chargé de compte, le commercial qui le suit, soit bien aligné. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien là où ils mettent leur épargne, que ce soit d'une simplicité presque enfantine, mais en tout cas, que ce soit plus un sujet. En tout cas, lisible. Lisible, On peut avoir des stratégies plus ou moins complexes, et puis le client peut avoir un niveau de sophistication plus ou moins élevé, mais le client a besoin de comprendre aujourd'hui la stratégie dans laquelle il investit. Je crois que le client a besoin d'une certitude. Voilà. Je me fixe un horizon. À cet horizon, à combien je peux m'attendre comme performance. Ça, c'est vraiment un point de base. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec les autres classes d'actifs, on constate que, par exemple, les fonds d'allocation, les fonds diversifiés, les fonds flexibles sont en décollecte. Les fonds actions de conviction sont en décollecte. Les fonds actions classiques. Là, on a de la décollecte. A contrario, la gestion passive, basée sur des fonds indiciels, des ETF, ça collecte. Pourquoi ? Parce que l'épargnant, il voit l'indice qui baisse, donc il sait que son fonds va baisser, puisque l'indice de référence baisse. Donc c'est facile, c'est simple, il entend le message. Et donc il peut très bien lire et comprendre la performance. Ça, c'est pour l'épargnant, mais même pour le professionnel de la finance. Le professionnel de la finance, il fait des allocations. Cette année, entre les small mid-cap en France qui font à peine 2% de performance depuis le début de l'année et le CAC 40 qui est quasiment à 20% depuis le début de l'année, c'est énorme. Et je ne parle pas du Nasdaq qui fait que 50% l'année, alors que, bon, bref, il y a des gros écarts sectoriels. Et donc, le gérant qui va faire du stock picking, on peut avoir un très bon gérant qui va faire du stock picking, mais aussi un gérant qui va malheureusement se tromper, avoir les mauvaises valeurs en portefeuille. Donc il va y avoir des gros écarts de performance et expliquer à un client que je suis désolé, vous êtes sur des actions françaises, mais vous avez fait une performance de 10%. Il a entendu que le CAC 40 faisait plus 20%. Il faut travailler pour lui faire comprendre sa performance. Donc on a, nous aussi, dans nos allocations, une recherche de simplicité. Et le régulateur nous y pousse, parce que le régulateur, il a institué Value for Money, c'est-à-dire qu'il y a aussi la chasse aux frais, et donc ça pousse à aller vers des choses relativement simples, robustes, et très facilement explicables et transparentes. Intéressant, parce que c'est vrai que la gestion active a un vent de face depuis longtemps, mais voilà, il y a des choses structurelles aussi qui expliquent aussi peut-être qu'il y ait moins d'appétit pour la gestion active aujourd'hui. Sur le marché action, ETF, donc ça d'accord, ça fait 10 ans que je suis le rouleau compresseur des ETF. La grande nouveauté quand même des dernières années, c'est aussi l'apparition ou la montée en puissance de la gestion thématique. Oui. Censé là aussi apporter quand même une forme de lisibilité, voire de sens, comme on dit, sur des grands thèmes compréhensibles, facilement accessibles, etc. Est-ce que là, ça fonctionne dans une année comme 23 ? Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça fonctionne, il y a vraiment des beaux succès. Le problème des thématiques, c'est qu'on se retrouve souvent sur une allocation sectorielle qui est un peu dans un entonnoir. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des secteurs très ciblés et qui peuvent, certaines années, décevoir. Et cette année, un exemple, les énergies alternatives, c'est moins 36%. Catastrophique. Voilà, moins 36%. Dans le même temps, les techs font plus 48% au niveau mondial. Voilà. Donc, si vous êtes sur la thématique des énergies alternatives, vous prenez un gros gadin cette année. Donc, voilà. C'est aussi qu'on a construit peut-être des thématiques trop étroites, d'une certaine manière. Donc, je pense que ce qui risque de se passer, c'est dans les prochaines années, ça fait partie des tendances, c'est qu'on va essayer de raisonner en multi-thématique. C'est-à-dire qu'on pourra faire appel à des gérants spécialisés sur un thème spécifique, mais le travail, justement, de l'allocataire, ça va être d'assembler certaines brique thématiques, brique par brique, et de surpondérer l'une ou l'autre des thématiques en fonction de la conjoncture, en fonction des éléments qu'ils voient dans le marché, du niveau de valorisation, etc. Voilà. C'est pas pour autant que les énergies alternatives ne vont pas mieux performer dans les années qui viennent. Mais c'est vrai qu'en 2023, c'est très négatif parce que tout simplement, ce sont des valeurs très endettées et pour lesquelles le niveau des taux d'intérêt est très pénalisant. Moi, ce que me disent les gérants thématiques que j'écoute, effectivement, c'est attention au thématique washing, parce que mettre un ou deux secteurs dans un portefeuille et vous dire que c'est une gestion thématique,
ça fait pas tout. La gestion thématique, ça répond aussi à des règles de diversification multisectorielle, transversale, globale, y compris sur le plan géographique, etc. Donc attention à pas tomber dans des stratégies trop concentrées et pas assez diversifiées, quoi, d'une certaine manière. Ça fait sens, Ah oui. mais je pense que ce serait excessif de vouloir mettre tous ses œufs sur du thématique. Il faut qu'on parle du non-coté également, Alain. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un push. Ça, je le sens. Il y a réellement un push. Il y a un push. D'abord parce que c'est dans l'air du temps. Ce sont des fonds qui réellement donnent un sens à l'épargne. C'est-à-dire qu'on investit dans l'économie réelle. On est incité. Les assureurs le font depuis de nombreuses années. Alors, le private equity, bon, très clairement, c'est une année compliquée. Parce que là aussi, la hausse des taux est un nouveau facteur qui met en doute certains niveaux de valorisation. Est-ce que l'ajustement a été fait en termes de valorisation? C'est réellement une question. Mais bon, ça reste quand même un secteur attractif à long terme. La dette privée, là réellement, je pense que c'est un bon créneau. Après, on a du mal, on doit reconnaître, on voit que ça frémit, mais que pour l'instant, c'est des flux qui sont très marginaux. Mais on commence à voir des offres qui fleurissent sur les marchés, et je pense que ça devrait faire partie des thèmes pour 2024 qui devraient se développer. Pourquoi? Tout simplement parce que les rendements sont particulièrement attractifs. Pour le compte des assureurs vie, notamment, il y a un regain d'intérêt, parce qu'il y en a une année 2023 assez compliquée en termes de flux, j'y reviendrai. 2024, on sent que là, vraiment, il y a un renouvellement du gisement avec des niveaux de taux qui sont de 7, 8, 9, 10%, et donc réellement un intérêt. Il faut vraiment choisir les bons gérants, mais c'est très diversifié. Il y a une bonne dose extra-financière, un sens fort qui est donné. Oui, on est sur des projets d'infrastructure, de construction d'actifs tangibles, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de lourd derrière. Je pense que c'est intéressant, mais on ne peut pas dire que pour l'instant, ce soit des gros flux. Voilà. Et pourquoi ce ne sont pas des gros flux? Il y a aussi une raison, c'est qu'on a un secteur immobilier, je pense que j'enfonce une porte ouverte, qui a souffert énormément en 2023, donc beaucoup de sorties sur l'immobilier. Et cette souffrance de l'immobilier a des impacts sur les autres classes d'actifs. C'est-à-dire que les gens, et ça fait partie aussi, ça bloque un peu parce que les gens se disent, sur l'immobilier, je n'ai pas la liquidité que j'aurais aimé avoir, donc je viens sur des actifs liquides. Donc, retour à ce qu'on disait, les fonds monétaires, les fonds actions, les ETF, etc. Ça, c'est aussi de la... Il y a un attentisme aujourd'hui vis-à-vis des actifs non cotés, du fait notamment de la souffrance de l'immobilier qui bloque un peu, qui gèle un petit peu les décisions. Ça inhibe beaucoup les gérants, évidemment. Voilà. 30 secondes, Alain, pour conclure sur votre message 2024 en matière d'allocation, de stratégie. 2024, quelques grandes tendances. La volonté de simplicité, ça va continuer. La gestion active risque de continuer à décollecter. On aura une baisse des taux directeurs. Donc je pense que ça va atténuer la pression sur les secteurs en difficulté, les utilities, les énergies, etc. Ça devrait quand même baisser la pression. L'immobilier qui a énormément souffert, j'en ai pas parlé, mais enfin bref. On l'a vu, les foncières cotées, sur les marchés liquides, on a vu les foncières cotées. La santé qui est aussi un secteur qui a souffert. Donc ça devrait revenir, les small mid cap devraient aider. Et puis le non coté, ça devrait continuer. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus que l'épargne devrait revenir. On peut construire là-dessus, un peu moins de flux donc sur le monétaire, parce que les taux vont finir par baisser. Merci beaucoup, Alain. Alain Guélénoc qui venait nous voir avec ce panorama 2023 des flux, le président de Fédéral Finance Gestion, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse.